très amatrice, là, mais donc, est-ce que l'avenir de la critique, selon Antoine, Sylvain et Martin, l'avenir de la critique, ça passerait par la démocratisation de la critique? Tout public qui potentiellement est cinéphile a son mot à dire sur le cinéma, puis bon, les réseaux jouent un rôle là-dedans. Est-ce que ce serait une façon de le résumer ou c'est un petit peu trop simpliste? Sylvain, je sens que tu veux répondre, ou Antoine, ou Martin. Oui, oui, ouais, allez-y, à tour de rôle, allez-y. Vas-y, Sylvain. C'est essentiellement ce que je dis, là. Mais c'est plus... La critique officielle a sa place, là, je ne veux pas comme la dénigrer complètement, mais pour moi, ce dialogue-là démocratique est super important, puis c'est quelque chose que la critique ne pouvait pas faire avant à cause de la forme que ça avait. C'est publié dans un journal, il n'y a aucun échange possible avec des lecteurs. Puis, tu sais, le rôle de la critique, c'est essentiellement de poursuivre la discussion qu'on a en sortant d'une salle de cinéma avec d'autres personnes. Tu sais, fait que l'importance du dialogue, pour moi, est cruciale. Tu sais, puis les réseaux sociaux, ils permettent ça, tu sais, ce qui n'était pas possible avant. Oui, fait que pour moi, il y a quelque chose de vraiment important là-dedans, là, de prendre en considération. Là. Antoine ou Martin, si vous voulez prolonger un peu l'échange. Oui, j'ai l'impression aussi peut-être que la notion même de critique peut, par exemple, sur Letterboxd, devenir autre chose, c'est-à-dire qu'on écrit des critiques, enfin, on dit on écrit une critique sur Letterboxd, mais en vérité, sans nécessairement critiquer le film, on peut tout simplement parler de la manière dont il est important pour nous, comment est-ce qu'on a des souvenirs qui tournent autour de ça. Puis je pense aussi que ça joue dans la démocratisation, c'est-à-dire que le terme même de critique, au fond, prend plusieurs définitions, tu sais, prend un nouveau sens selon, en tout cas, qui est moins... on parle moins de l'interprétation des films, disons qu'il y a plusieurs manières de se noyauter autour d'un film. Je pense que c'est ça qui arrive, puis c'est ça qui devrait arriver d'ailleurs. Tout à fait. Martin, veux-tu ajouter? Oui, oui, non, je partage. Et j'ajouterais, enfin, j'essaye de le formuler. Oui, ça passe par une démocratisation tant et aussi longtemps que la personne qui écrit ou les personnes qui écrivent pas sont payées directement, parce que je ne veux pas dire que c'est juste la critique professionnelle mais qu'on leur donne des moyens de subsistance, enfin, dans le sens que si on part du principe que le simple... on voit bien, et je parle depuis mes objets, les catalogues cinéphiles de vidéos par abonnement, on voit bien qu'ils ont un problème, ils n'ont pas assez d'argent, ils n'ont pas assez d'argent pour vraiment générer des productions de paratexte, critiques ou pas même. Hein. Et donc, ça montre bien que le système ne s'entretient pas par lui-même. Il faut mais après, ça peut être aujourd'hui, dans le monde d'aujourd'hui, des choses indirectes, etc. Quelqu'un qui travaille, par exemple, à l'université et qui a à côté un petit boulot de critique ou qui publie dans des journaux, etc. Mais à un moment donné, il faut quand même poser la question parce que les recherches nécessaires, le temps passé à écrire, etc., ben, c'est de la production de contenu, de valeur. Donc, il faut qu'elle trouve de quoi se nourrir, quoi, disons, dans tous les sens du terme. Alors, je pense que tu as raison. En fait, c'est un peu indirectement dans la question que vous posiez. Est-ce que l'avenir est pensé en tant que fonction de la critique, c'est-à-dire entretenir la conversation par rapport au film, ou est-ce que la critique, c'est l'avenir de la critique comme métier, hein, comme propre profession? Puis évidemment, on a deux visions tout à fait différentes, parce que la profession critique peut parvenir à alimenter et à nourrir la conversation cinéphilique. J'aurais des doutes. Et en même temps, la fonction critique est extrêmement importante. Il faut qu'elle puisse mettre du beurre sur son pain. Donc, en effet, c'est des questions qui sont passionnantes et, comme toute question pertinente, irrésolues. Mais oui, c'est intéressant. D'autres questions, remarques sur ça? Julie, je t'écoute. Oui, voilà. Oui, ben en fait, c'est plus un commentaire appréciatif, particulièrement à l'égard de l'intervention de Sylvain. Sylvain, tu me diras si je me trompe, mais
j'ai reçu ta posture, puis moi, personnellement, ça m'a fait du bien, là, mais un peu plus comme un retour à une certaine dimension essentielle du geste critique qui est dans sa vitalité aussi. Puis ben, t'en as parlé un peu d'amour, là, mais puis je me dis, en fait, mais bon, moi, je suis pas sur Letterboxd, là, ça me donne envie d'y aller, mais où je me dis, ben, en fait, ça doit rester vivant, puis c'est peut-être le signe si ça se passe en marge, ce que j'appelle la marge. C'est pas du tout la marge, en fait, mais si ça se passe en dehors du caractère officiel, c'est peut-être parce qu'il y a quelque chose, évidemment, de sclérosé dans ce qui était la voie plus officielle. Et puis, ben, il y a toujours un risque. Les choses peuvent se scléroser ensuite, éventuellement, sur Letterboxd, hein, j'imagine un peu, mais bref, il y a un appel à ce que ça circule davantage, qui fait du bien à entendre. Mais c'est cette vitalité-là qui doit rester au cœur du geste, peu importe de quelle place on part. Alors, peut-être aussi que ce que tu dis, c'est que c'est plus difficile pour toi de parler à partir de l'essentiel à l'université ou dans la profession critique que sur Letterboxd? Non, mais je suis tout à fait d'accord avec toi, là. J'exagère ma posture là, pour l'effet, mais c'est ça, c'est une question d'amour puis de vitalité puis que je retrouve de moins en moins dans tout ce qui est discours officiel sur le cinéma. T'sais. Puis je le retrouve sur Letterboxd, je le vois, puis c'est même pas dans... C'est dans des discours, comme Antoine mentionne, de personnes qui expliquent ce qu'ils ont mangé en regardant leur film, tu sais. Puis j'accepterais jamais ça comme un texte critique officiel, tu sais. Si quelqu'un publierait ça puis serait payé pour le faire, je capoterais, là, mais je veux dire, il y a quelque chose de beau dans ce partage-là, tu sais, dans toutes ces manières de parler du cinéma-là qui n'étaient pas reconnus avant, qui n'avaient pas leur place, qui étaient reconnus entre nous, si on veut, mais qui, tout d'un coup, existent dans un espace qui permet ça. Et qui devrait peut-être pouvoir, tu dis, ça ne pourrait pas être accepté comme un texte critique officiel, mais n'empêche, je dis souvent le mot geste, là, mais dans le geste descriptif au cœur, je pense, d'une certaine vision de la critique qu'on partage, je pense, toi et moi, il y a de ça, il y en a, oui. C'est-à-dire que c'est relancé dans la réflexion qui, elle, peut être très rigoureuse, mais je pense qu'il y a peut-être eu, et il y a encore, depuis trop longtemps, un rejet de tout ce qui est intimement lié à cette expérience à la fois banale et si importante, qui est au cœur d'émerveillement, qui fait qu'on aime le cinéma. Il faut s'émerveiller. On s'émerveille à partir d'où? À partir de notre place très ordinaire. Mm-hmm. Voilà. C'est ça. Pour moi, toute la question de l'écriture est là. En fait, les réflexes critiques qu'on a développés avec le temps, c'est toutes des manières de ne pas parler de soi. C'est toutes des manières d'évacuer l'expérience, c'est toutes des manières de se délester de la responsabilité de parler, puis de dire, je me repose là-dessus parce que c'est une tradition qui me précède, puis c'est une manière. Puis il y a beaucoup, je trouve que c'est très facile de se perdre de vue en faisant ça, puis justement de tomber dans des trucs très techniques, très, très, très distanciés, très, très froids, puis c'est pour ça que pour moi, la question concerne vraiment l'écriture. Puis il y a quelque chose dans le franc-parler de Letterboxd, dans la franchise des personnes qui est extrêmement rafraîchissant, justement parce que ça va direct au cœur de ce que c'est l'amour du cinéma. Ouais. J'ajouterais peut-être juste le fait que ton discours soit audible auprès de gens qui sont essentiellement des universitaires et même des professeurs, montre bien qu'il y a peut-être eu une évolution sur ce terrain-là depuis 20 ou 25 ans. Peut-être que je parle pour moi, hein, mais et je suis particulièrement, en tout cas, sensible à ces questions-là, tu me diras. Mais peut-être qu'en effet, il y a de ça 20 ou 25 ans, quand le cinéma cherchait à tout prix à poser sa légitimité scientifique en abolissant tout et en se séparant de tout ce qui était la posture critique qui devenait une sorte d'épouvantail contre laquelle il fallait absolument se prémunir. On est revenu de ça un peu, j'ai l'impression. Mm-hmm. Pas totalement, hein, et puis encore, ce que tu décris, disons,
l'épouvantail que tu dresses, qui est en partie un épouvantail, il existe tout à fait, en bonne partie. Mais je note quand même que ton discours est audible. C'est sens où il est intelligible et on n'est pas tombé après raccourci pour te dire à quel point tu avais tort. Donc, c'est montrer quand même qu'il y a de la place à l'université pour une voix dissidente et qui veut saccager en douce l'université et ses prérogatives. Il y en a d'autres qui le font depuis plusieurs années. La place est là, oui. Tout à fait, tu vois. D'autres commentaires ou d'autres questions sur tout ça? Moi, j'ai peut-être une remarque, plus une question pour Martin, à savoir si dans les plateformes que tu as évaluées, celles qui t'intéressent, est-ce qu'il y a des espaces de forum pour les intervenants? Est-ce que ce que tu as montré, c'était beaucoup en fait soit des articles du Guardian, soit des gens qui ont été engagés ponctuellement pour écrire des textes, soit des textes déjà repris, etc. Mais est-ce qu'il y a des espaces commentaires, questions, un peu à la Letterboxd où les gens peuvent laisser libre cours à leurs sentiments? J'ai pas l'impression, mais tu me... Il y a deux exemples tragiques de ça. Le premier, c'est le rêve de Francesco Casetti. Lui, il rêve qu'il y ait un endroit où on voit les films et au même endroit. Puis là, il est inspiré par les théories du cinéma élargi, etc. Il y a la boucle de rétroaction, le feedback des gens qui commentent les films. Donc, il rêve de ça, d'un forum dans lequel on voit les films. Ce qui existe en ligne, il en existe, mais c'est des cercles fermés, plus ou moins, ou des trucs avec distribution grise des films. Sur les catalogues de cinéphiles par abonnement, ça n'existe plus, parce qu'en fait, encore une histoire en partie de moyens et une histoire aussi de pouvoir, entre guillemets. Moyens, du côté des moyens, c'est parce qu'il faut d'énormes moyens pour modérer les contenus que les catalogues n'ont pas. Et donc, en fait, ils préfèrent fermer leur forum. Et puis, au niveau du pouvoir, c'est l'histoire de Mubi, parce que Mubi, à la base, c'est un réseau social avant d'être pour ceux qui ne connaissent pas, c'est gratuit pour les étudiants, un petit catalogue qui permet de voir. Avant, on ne pouvait voir que 30 films, maintenant ils l'ont rouvert, donc très sympa. Mais à la base, c'était un réseau social et ils ont fermé leur forum, en fait, en partie parce qu'il y avait des tensions entre ce que voulaient les gens et ce que voulait le service lui-même. Et donc, ils n'étaient pas prêts à donner tant de pouvoir à leurs abonnés. Et donc, c'est pour ça qu'ils ont en partie fermé le forum. Il y a des gens qui ont écrit là-dessus. Merci. Oui, parce qu'il y a cet enjeu-là de modération sur un réseau. Je pense que le fantasme que décrit Sylvain, celui idéal de Letterboxd, dans une zone où ça s'est tempéré. C'est la version idéale du parvis de cinémathèque transposé sur le média social. Puis je pense que ce que tu décris, au fond, Sylvain, et ce que peut-être à sa manière décrivait aussi Antoine, c'est une espèce de lieu idéal qui est en fait la conversation cinéphile qu'on pourrait avoir en sortant du cinéma et qui se perd. Elle se perd particulièrement depuis un an. En général, elle se perd. Ces institutions-là, que sont pour moi, ça a toujours été un élément central. Je l'appelle vraiment le parvis parce que c'est venu remplacer un peu le parvis de l'Église. Mais le parvis des cinémathèques, cette espèce de sas en sortant de la salle ou dans l'entre-deux, qui est vraiment une institution, je crois, absolument cruciale comme lieu de production du discours, un peu à chaud, etc., dans lequel l'écriture éventuellement va venir se greffer. Je pense qu'en effet, des espaces comme Letterboxd sont des espaces qui viennent remplacer ça un tout petit peu. Mais ça présuppose une communauté où on s'entend minimalement. On ne peut pas s'entendre sur les films, mais il y a une sorte de préalable. On peut s'engueuler sur un film de Aung San Suu, c'est pas ça la question, mais on est tous allés voir un film de Aung San Suu quand même. Donc, je vois que le temps file. Je ne sais pas si Alice qui va me modérer. Question de temps, on est très bon. Moi, je vais faire un petit commentaire, puis peut-être après, on prendra 5 minutes de pause entre les deux panels. Mais entre les interventions donc d'Antoine, de Sylvain, de Martin, il y a quand même vraiment cette question de la sincérité qui passe aussi par l'intimité, qui passe par le rapport personnel, donc qui passe par les plateformes, puis le potentiel vraiment subversif de l'intimité qui revient dans la critique, comme si elle nous avait manqué depuis si longtemps que maintenant on veut
savoir l'expérience totale du visionnement de l'intériorité d'une personne puis parce qu'on le voit beaucoup. On pourrait mieux expliquer même à tous les gens ici qui sont pas sur Letterboxd ce qui se passe, mais oui, les gens racontent beaucoup plus leur vie là-dessus. C'est comme un réseau social, c'est une thérapie. Il y a beaucoup, beaucoup de choses qui se passent dans les blurbs, dans les grands commentaires des gens. Et ce retour à l'intime, à l'humain, moi, me touche aussi, comme je ne m'y attendais pas en allant sur cette plateforme-là. Puis je pense que il y a ce craving, en tout cas au sein même de l'exercice critique, de repasser par une intimité subversive qui passe aussi par le mime, justement, comme de trouver, comme tu disais, Martin, ce fond vous avez compris le mot, intelligibilité commun par l'intimité. C'est très intéressant à ce niveau-là de voir les voies par lesquelles ça passe.